Chers amis téléspectateurs de Eden TV, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à chacun et à tous sur ce nouveau numéro de votre émission L'Entretien du Dimanche. Ce dimanche, nous posons nos caméras et micros au domicile du professeur Victor Prudent Tokpanou, député à l'Assemblée nationale. Il est le président de la commission éducation. Nous sommes chez lui justement pour parler de la fête Fofo Diakahwe dont il est le parrain, et cette fête qui se déroule actuellement même pendant que nous vous diffusons cette émission. 52 minutes pour comprendre les motivations de cette organisation et également pour aborder quelques sujets de l'actualité nationale. Il est important de le faire puisque nous sommes chez un acteur politique. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. D'ailleurs, il faut dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que le tissu que vous avez porté est celui justement de la fête Fofo Diakahwe, n'est-ce pas? En effet, c'est le tissu que nous avons choisi en attendant un tissu peut-être plus particulier. Mais pour l'instant, nous avons fait une option sans inscription particulière sur le tissu. Mais je pense que pour les prochaines éditions, nous écrirons dans notre tissu ce que nous aurons retenu. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que la fête a été précipitée que vous n'avez pas fait cette option ou bien c'est juste comme ça? Précipité, non, puisque c'est une idée qui mûrissait depuis quelques années, qui n'a jamais pu se tenir depuis, précisément pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être au cours de l'émission. Mais pour moi, il n'est pas précipité. Nous avons fait, c'est une option que nous avons faite. Et pendant que nous en parlons, parlons-en en même temps. Quelles sont les raisons qui ont fait que la fête n'a pas pu se tenir plus tôt? C'était un peu difficile d'unir les fils et filles de notre commune parce que justement, on a une très vieille tradition peut-être d'individualisme poussé, et donc pour aller chercher chacun dans son coin pour faire une fête commune, c'était un peu difficile, j'avoue. Donc je pense qu'avant moi, les députés avaient essayé, ils n'y sont pas toujours parvenus. Et donc, ce qui me réjouit, c'est que nous ayons enfin pu commencer. Pour moi, ce qui se passe depuis vendredi après-midi, qu'on a commencé avec la caravane dans la ville, c'est précisément la rédaction de la première page de notre droit de nous unir, de notre droit d'exister, de notre droit de nous manifester. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on n'avait jamais pu faire. D'accord, mais ce qui est curieux, Monsieur Tokpanou, c'est que vous appelez cette fête Fofo Diakahwe. Pourquoi? Pourquoi pas simplement Kalabirwe, comme on aurait... Pour deux raisons. La première fondamentale, c'est que Fofo Diaka, c'est le fondateur de la commune. Voilà. Donc c'est un personnage historique que nous célébrons. Aussi longtemps qu'il y a un fondateur dans une commune, je pense que tout le monde le respecte. Et puis la deuxième qui est vraiment accessoire, c'est qu'on n'a pas voulu faire comme toutes les autres communes. C'est trop facile de dire Gléroué, Saviroué, etc., Kalaviroué. Bon, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Mais est-ce que ce n'est pas une ruse de votre part, professeur, parce que nous savons, pour l'histoire, que récemment, Akasatokwe a été interdit comme fête identitaire. Peut-être qu'en disant Kalabikwe, vous craignez que le préfet n'interdise également cette célébration. Et donc vous avez trouvé la ruse pour dire Fofo Diakahwe simplement. D'abord, je vais vous rassurer vos auditeurs, je n'ai pas la tête d'un rusé. Donc, ce n'est pas de la ruse. Et je voudrais quand même rappeler ce qui s'est passé à Kassato rapidement. On n'a pas interdit la fête, elle a eu lieu. Ah bon, mais dans l'opinion, c'est que le préfet a malheureusement, c'est ce qui est resté dans l'opinion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que manifestement, il y avait des clans à Kassato qui ne s'entendaient pas sur l'organisation. Et il y aurait eu des menaces, et certains d'un certain camp, puisqu'il y avait deux camps qui s'opposaient, ont saisi le préfet en lui disant qu'il y a risque de trouble à l'ordre public si jamais ça n'était pas interdit, parce qu'ils ne sont pas encore unis pour le faire. Et le préfet, en tant qu'autorité, ayant les prérogatives de la paix sociale, oui, se dit, avec toutes ces requêtes-là, il vaut mieux que je suspende. Quand vous prenez l'arrêté préfectoral, ce n'était pas une interdiction, c'était une suspension. Évidemment, ça devait avoir lieu un dimanche, ça n'a pas eu lieu. Le lundi,
Aussitôt après, le préfet a réuni tous les acteurs d'Akasato à la mairie de Calavi. Ils se sont entendus sur un certain nombre de points, ce qui a d'ailleurs conforté le préfet dans l'idée qu'il a bien fait de suspendre cette fête-là parce que la tension était encore très vive. Et après d'entretien, de dialogue en dialogue, ils ont fini par s'entendre sur une organisation minimaliste. D'accord. Ce qu'ils ont fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écho. Voilà. Sinon, la fête a bel et bien eu lieu. D'accord. Je crois 2 semaines après l'interdiction, il y a eu la levée de la suspension. Le maire a notifié aux acteurs, ils se sont retrouvés. Je crois qu'ils ont fait une messe, ils se sont retrouvés à l'arrondissement, ils ont fait une petite collation, mais en se donnant rendez-vous pour l'année prochaine. L'année prochaine. Voilà. Donc au fond, ce n'est pas une ruse, c'est ce que Non, vous avez essayé de nous voilà. expliquer C'est ce que j'essaie de vous très expliquer, rapidement. oui. Alors, mais vous dites qu'il y avait des clans au niveau de Akasato, mais certains pensent qu'au niveau de Calavi également, le problème se pose, surtout concernant 2 ethnies, les ethnies Fon et Aïzo. Professeur, quelle est votre lecture de cette approche? J'apprécie votre côté un peu trop direct. Ben oui, je vous pose la question. Un politique ne devrait pas répondre à ce type de questions, mais comme c'est direct et que, bon, je n'ai pas... Donnez-nous une réponse voilà, qui n'est pas politique. Non, je ne vous donnerai pas de réponse politique. En fait, j'avoue que quand on me parle de conflit Fon-Aïzo à Calavi, ça me fait rire. Pourquoi? Voilà, pour 2 raisons. Allez-y. La première, c'est que il n'y a pas que ces 2 ethnies à Calavi. Il n'y a pas que 2 ethnies à Calavi. Vous avez à Calavi une très forte communauté Bariba et Dindi. Et il y a quelques années, on fêtait même la Gani à la mairie de Calavi. Oui, c'est vrai. De la même manière, il y a une très forte communauté Adja à Calavi. Très forte communauté Adja. J'ai presque envie de dire que toutes les communautés sont représentées à Calavi. Une ville cosmopolite. Voilà. Que certains préfèrent utiliser. C'est en quoi on pourrait trouver à redire. Mais enfin, je suis d'accord avec l'idée. Sauf que je n'ai jamais, mais je dis bien jamais, entendu dire qu'il y a un conflit Bariba-Aïzo. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y a un conflit Adja-Aïzo. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y a un conflit Dindi-Aïzo. Ce que j'entends, c'est toujours Fon-Aïzo, comme s'il y avait que 2 communautés à Calavi. Alors évidemment, quand vous êtes un acteur que ce type de discours vous est imposé, vous avez l'obligation d'écouter. Et surtout de chercher à comprendre. Ce que j'ai mis presque 1 an à comprendre. Vous avez compris finalement? J'ai fini par comprendre. La vérité des faits, c'est qu'il y a quelques acteurs politiques qui sont effectivement des fonds, incapables d'aller faire la politique dans le milieu fond, et qui pensent que la seule façon de s'imposer à Calavi, c'est d'imposer un conflit ethnique. C'est tout. Et ils sont minoritaires, très minoritaires. Ils ne doivent pas être au-delà de 10 personnes, mais ils font trop de bruit. Sinon, il n'y a aucun problème ethnique entre Aïzo et Fon à Calavi. Mais il y a un problème entre quelques acteurs politiques en mal d'émergence chez eux et qui nous imposent un conflit imaginaire, mais totalement imaginaire. Je vais vous dire. Allez-y, professeur. Est-ce que vous savez que Calavi abrite presque tous les maires du Bénin, à l'exception de l'Atlantique, littoral et puis le Wémé. Vous l'avez dit, leur résidence. Leur résidence est ici. Mais chaque fois qu'ils veulent se faire élire, ils ferment la maison et puis ils vont se faire élire chez eux, ils sont maires chez eux. Est-ce que vous savez le nombre de députés qui habitent Calavi? Mais est-ce que ce n'est pas parce que Calavi est une cité dortoir? Oui, mais ce n'est pas un problème. Oui. Mais ça n'est pas qu'une cité dortoir, c'est Calavi. C'est comme si, évidemment, il n'y avait pas d'âme à Calavi. Oui. Il y a même certains que j'ai rencontrés, des enfants de 30 ans, qui me disent qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des gens originaires de Calavi. Parce qu'on leur a dit que quand ils sont venus à Calavi, il n'y avait pas d'habitants. Alors que c'est faux. Calavi, je suis désolé, c'est la Maïso. Il n'y a aucune espèce de
d'ethno-régionalisme à dire ça. Aucune. C'est comme si vous allez à Bomé et puis on vous interdit de dire que c'est l'âme fond. Ou comme si vous allez à Niki et puis on vous interdit de dire que c'est l'âme Bariba. Je pense que c'est d'une banalité. Pourquoi le dire à Calavi devrait poser problème? Pourquoi? Et donc, je suis désolé, à Calavi, il y a des acteurs politiques qui sont fonds, des acteurs politiques qui sont Adja, des acteurs politiques qui sont Bariba. Vous prenez l'exécutif de Calavi, de la mairie de Calavi, le maire est d'Agmaïzou, la première adjointe est du Nord, la deuxième adjointe est de Huida, c'est le troisième adjoint qui est de Calavi, mais ça n'a jamais posé de problème à personne. Pourquoi certains devraient-ils continuer d'empoisonner le climat politique simplement parce que, voilà, moi quand j'ai cherché à les identifier, je me suis même rendu compte, bon, puisque vous les avez identifiés? Quelques-uns. Qui sont-ils? Non, je ne vais pas dire, mais je vais vous donner des indices. Vous avez dit une dizaine, allez-y. Un indice? Oui. Cherchez à savoir qui est-ce qui gérait le cimetière d'Adjagbo à Calavi. Vous saurez qui c'est. Mais aidez-nous à aller un peu plus loin. Parce non, vous savez déjà. C'est trop facile. Un deuxième indice, peut-être. Un deuxième ou un troisième. Parce qu'un seul ne nous suffirait pas pour. Oui, ça suffirait. C'est une bonne indication. C'est une bonne indication. Je pense que ce serait suffisant. Après, on aura l'occasion d'aller encore plus loin. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous m'invitez. Non, pas du tout. Bon, ça va être un plaisir de vous revoir. Mais est-ce que cette personnalité politique a été l'objet d'un pamphlet de votre part? Pas encore, mais vous me connaissez. Je fais mes choses en temps utile. Donc, je vais pas le rater, oui, forcément. Si vous voulez, je vais le faire sur votre chaîne la prochaine fois. Ce serait un plaisir pour nous. Non, on ne va pas transformer la chaîne en règlement de compte personnel. D'accord. Donc, vous avez des comptes à régler politiquement à Calavi. Parler de comptes à régler, c'est un peu... Certains pensent en fait que, et ça peut-être à tort ou à raison, que vous n'étiez pas très actif à Calavi et qu'on n'a pas compris à quel moment et comment vous avez pu vous imposer autant à Calavi au point même de conduire la liste d'un parti politique. Vous avez certainement entendu parler de tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. J'en ai souffert d'ailleurs. Lorsque j'ai été choisi par le parti pour diriger sa liste, malheureusement, c'est normal. J'ai découvert que... je reconnais que depuis 2015, après les communales de 2015, je m'étais mis en sommeil politique. Je confesse. Je m'étais replié à l'université avec les obligations que j'avais. Je sais qu'elles sont très prenantes et que bon, on peut se satisfaire de ça. Un bon professeur d'université n'a franchement pas le temps de faire la politique. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand vous le faites, c'est toujours au détriment de l'enseignement parce que bon, vous avez des obligations, parfois imprévues. On peut vous convoquer la veille pour une plénière, une session extraordinaire. Bref, vous êtes vraiment totalement à la disposition de l'Assemblée et donc on n'a pas forcément le temps. Vous pouvez avoir prévu une semaine de cours et puis dans la même semaine tombe une session. Oui, bref, absolument. Voilà, c'est parfois difficile. Donc c'est vrai que pendant de 2015 quasiment 2023, j'étais plutôt dans le rôle, entre guillemets, d'intellectuel. Je prenais des positions sur les sujets d'actualité, qu'elles soient politiques, sociales ou culturelles. Bon, je savais le faire par mes écrits, je savais également le faire à travers quelques émissions. Et c'est vrai, j'ai fait ça. Donc, je n'ai pas été très actif en politique, sauf qu'à partir de 2019, le président de la République m'avait sollicité pour être rapporteur général du dialogue politique, et puis voilà, c'est reparti en 2018. Donc, il faut dire finalement, de 2015 à 2019, seulement 4 ans que je suis resté reclus dans mon coin. Et donc, depuis 2019, effectivement, après le dialogue politique, j'ai été un peu plus actif, expliquant d'ailleurs dans la foulée les réformes constitutionnelles, les réformes du système partisan. Voilà, j'ai été un peu plus actif que de 2015 à 2019, je le confesse. Et dans la foulée, quand le parti a souhaité que je prenne la tête de liste dans la 6e, je n'ai pas pu dire non. Sauf que, effectivement, avant 2023, puisque c'est en 2022 que j'ai été candidat. Avant 2023, il y avait d'autres acteurs qui travaillaient, qui auraient pu.
qui aurait pu. Mais après, c'est un choix du parti, je n'y suis pour rien. Le parti savait qu'ils étaient là. Le parti les a vus travailler. Le parti avait tous les éléments de décision. Et pourtant, le parti a souhaité que ce soit vous qui portiez la liste. Donc c'est fini. Je pense qu'à partir de ce moment-là, je suis désolé, mais ça n'était d'ailleurs qu'une place. Moi seul, je n'ai pas pris 2, 3, 4, 5, 6, alors qu'il y avait 16 places possibles. Bon. Malheureusement, tout s'est cristallisé sur moi. J'ai essayé de gérer ça au mieux. Malgré cette adversité, j'ai ramené 5 députés, c'est-à-dire la circonscription qui a rapporté le plus de députés à notre parti, donc ce qui veut dire quelque part que le parti ne s'était pas trompé. Et je reste convaincu que s'il n'y avait pas eu cette adversité, probablement on aurait arraché les 8. Est-ce que c'est pas ça qui se poursuit même dans l'organisation? Je pense. Non. Je pense qu'il y a certains qui n'ont toujours pas digéré, mais bon, c'est vrai que ça ne fait guère qu'un an. Hein. Je ne désespère pas, je reste convaincu que d'ici 2 ans, 3 ans, ceux qui avaient estimé que la tête de liste leur revenait, je crois de fait, puisque pas de droit en tout cas, et qui ont pensé que je suis venu usurper leur place, je pense qu'ils auront le temps d'oublier ça et de préparer les nouvelles échéances. D'accord. Nous allons revenir, si vous le permettez, à la fête. C'était juste une parenthèse politique. Peut-être qu'on va en ouvrir d'autres au cours de l'émission. Alors, les objectifs que vous poursuivez en acceptant de parrainer Fofo Diakhaoué, qui se tient aujourd'hui, comme je l'ai dit, eh bien, quels sont ces objectifs? Comme je vous l'ai dit dans mes propos introductifs, c'est le droit de se réunir, le droit d'exister. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand je prends en termes d'importance démographique, économique et autres, une commune comme Savy, vraiment à la pointe de Ouidah, je m'en excuse pour mes amis de Savy, à sa fête. Et c'est toujours l'occasion pour les fils et les filles d'une commune de se réunir. C'est également l'occasion de créer un creuset au sein duquel la fraternité se développe. C'est un creuset au sein duquel les projets de développement se pensent, s'organisent et parfois se réalisent. Et donc, nous observons au quotidien. Nous ne sommes pas isolés du Bénin. Nous voyons bien comment ça se passe. Et nous étions parfois jaloux de voir que, par exemple, les Bariba étaient tellement bien organisés que même à Calavi, ils organisaient la Gani, ce qui était une bonne chose. Pendant ce temps, les fils de Calavi ne faisaient rien. Donc, ne serait-ce que enclencher ce processus qui permet aux fils et aux filles de Calavi de se retrouver 1 fois par an ou 2 fois par an, selon la périodicité d'ailleurs que nous n'avons toujours pas arrêtée. Je pense qu'il faut qu'on tire les enseignements de nos frères et sœurs du pays qu'ils faisaient avant nous. Quand on prend par exemple Novicha, c'est tous les ans. Mais pourquoi est-ce que c'est tous les ans? C'est probablement parce que c'est une fête patronale, que d'office ça vient tous les ans. Mais après, quelles sont les réalisations de tous les ans? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et quand vous regardez le fonctionnement de Novicha, ils ont des dates fortes, par exemple 100e anniversaire, mais avant ça, voilà, 90e. Bon, voilà. Donc il y a une périodicité qui reste à définir. Moi, à titre personnel, pour l'instant, si on demande mon avis, je opterai pour une périodicité biannuelle, pas annuelle. Peut-être tous les 5 ans, mais ce débat reste encore ouvert. Le plus important pour nous, c'était de lancer. Et puis après, quelle forme définitive ça prendra? On travaillera ensemble à lui donner la meilleure forme définitive. Je vois bien aussi, quand je prends l'exemple de la Gani, c'est tous les ans. Il y a des années où ça mobilise davantage que d'autres années. Mais je ne sais pas si nos frères et sœurs Bariba se sont déjà posé la question de la modification éventuelle de la périodicité ou s'ils se contentent de cela. Bref, voilà, pour nous... Ce sont les raisons pour lesquelles vous avez
organiser. Voilà, c'est d'abord ça. C'est ça l'idée. Bon. Mais certains pensent, professeur, que l'organisation de ces fêtes identitaires exacerbe les clivages ethniques. Normalement, on ne devrait pas se retrouver comme ça entre ethnies, ethnies pour promouvoir les fêtes identitaires. Quelle est votre lecture de cette approche? Vous savez, si j'ai écrit un livre depuis 2013 que j'avais intitulé « Introduction à la sociologie politique du Bénin ». Et c'est vrai que cet aspect, je l'avais abordé. Et je regrettais que, au début des années 50, jusque d'ailleurs vers la fin des années 70, plutôt 1070, on réfléchissait au Bénin davantage en termes de région. Et progressivement, on est descendu au niveau des départements. Les départements semblaient encore trop larges. Et progressivement, on est descendu au niveau des communes. Et aujourd'hui, vous avez même des associations de développement d'arrondissement. Mais dans le même temps, nous avons une constante dans nos différentes constitutions qui se sont succédées depuis 1960. C'est la proclamation de la nation béninoise, une indivisible, qui est un classique. Mais personne ne réfléchit en nation. Oui, absolument. Tout le monde réfléchit en ethnie à la limite aujourd'hui. Et donc, à titre personnel, je n'étais pas favorable. Mais quand j'ai commencé par m'intéresser à la chose politique, j'ai fini par réaliser qu'en réalité, il n'y avait aucune connotation de conviction d'appartenance à un département ou d'appartenance à une ethnie ou d'appartenance à une région. Aucune. Vous l'avez ressenti à quel moment? À partir de 2006, 2007. Oui, l'expression des votes surtout. Surtout. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, les fêtes étaient une occasion d'activité politique. C'est tout. Il n'y a rien derrière. Il y a la mobilisation politique, les gens se voient, les gens sont ensemble, ils font On peut dire la même chose pour Fofo Diakhaoué? Est-ce que ça c'est politique? Ça sera, qu'on le veuille ou non, une fête identitaire à connotation politique incontestablement. Ça, il n'y a aucune raison. Donc vous comprenez alors pourquoi certains se sentent écartés. Ils se disent que vous avez peut-être tenu, vous, professeur Topanou, un outil politique pour mieux vous affirmer, pour mieux occuper le terrain et peut-être pour d'autres combats politiques. Et ça devrait gêner quelqu'un? Ben, si les gens réagissent, c'est que ça les gêne. Peut-être que et il y a des raisons pour qu'ils soient gênés? Je répondais, moi je ne pense pas. Pourquoi est-ce que ça ne gêne personne que l'on ait fait à sa vie? Pourquoi ça ne gêne personne que l'on ait fait ça à Ouémé? Pourquoi ça n'a gêné personne que l'on le fasse à Ouida? Pourquoi ça ne gêne personne qu'on l'ait fait à Kassato? Et pourquoi la vie devrait gêner? C'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. Peut-être que c'est parce que c'est vous. Non, je pense qu'il faut revenir à l'explication que je donnais au début. C'est beaucoup plus parce qu'il y a qu'une petite dizaine d'acteurs que ça dérange et qui ont le sentiment qu'il ne faut pas laisser faire parce que ça risque d'être un outil politique qui éveille la conscience au point de dévoiler certains opérateurs économiques. Oui. Vous avez fait publier une tribune contre M. Roulé, Aditi Valentin. Quel est votre problème avec lui concrètement? Vous avez lu la tribune? Ouais, je l'ai vu passer. Oui, j'avais dit que je n'avais aucun problème. Il avait tenu des propos auxquels j'ai éprouvé le besoin de répondre. C'est peut-être mon défaut d'enseignant. C'est de lui que vous parliez? Non, pas du tout, pas du tout. Non, je ne parlerai pas du ministre. Mais vous vous entendez bien quand même? Je n'ai jamais compris cette question. Vous savez, En fait, je vous pose la question parce que nous avons entendu parler de ça aussi. Allez-y, professeur. J'ai eu 60 ans il y a quelques mois. Vous êtes encore jeune. Ah bon, vous trouvez? Je trouve. Oh là là. Je vous aurais donné plus. Oh, c'est très gentil. Vous êtes très élégant, mais bon. Non, 60 ans, c'est pour vous dire que en 60 ans d'existence, je n'ai jamais été ami à Roulé. Vous n'avez jamais été ami? Non. On n'a jamais mangé ensemble.
Chacun fait sa politique de son côté, avec sa ligne, avec ses convictions. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ça surprend les gens qu'on ne s'entende pas. Vous êtes dans le même On ne parti s'entendait politique? pas. Vous êtes tous UP. Mais on n'est pas tous amis à l'UP. On n'est pas tous amis à l'UP. Je vais taire le nom de la personne à qui j'ai dit ça récemment, mais on ne vient pas à l'UP pour être amis, quoi. L'UP n'est pas là pour créer des amitiés. C'est un creuset politique qui a l'ambition de gérer le pays selon une ligne idéologique et programmatique bien précise. Si vous vous retrouvez dans la ligne, vous êtes à l'UP. Si vous ne vous retrouvez pas dans la ligne, vous êtes au BR. Si vous ne vous retrouvez pas dans la ligne du BR, vous allez aux démocrates, vous allez à d'autres partis. Le Parti communiste est là. Bon, beaucoup de partis sont là. Donc je pense que les histoires, c'est pour dire en fait la réponse que j'aurais dû vous donner pour commencer, c'est que les affaires personnelles, pour moi, ce n'est pas les plus importants. Voilà. Je n'aurais jamais répondu au ministre Oudé s'il n'avait pas tenu les propos que j'ai rapportés. Voilà. Et il y a que vous partagez également la même circonscription électorale. Oui, ça ne gêne rien. Ça ne gêne rien. J'ai une conception de la politique qui est peut-être un peu trop professionnelle pour notre pays. Mais si je dois m'asseoir avec Oudé, avec même des gens avec qui je n'ai aucune affinité la veille pour parler de politique, je vais le faire. D'accord, merci pour votre réponse, professeur. C'était un sujet de curiosité. Alors, mais au-delà de la fête, parce qu'une chose est de fêter, une autre est d'atteindre certains objectifs. Nous sommes dans la commune de Calavi. Malgré tout ce que vous avez pu dire, Calavi continue d'être enclavé. Oui, c'est aussi la preuve que, comme je disais, je vous rappelais tout à l'heure, la quasi-totalité des maires qui vivent à Calavi, la majorité des députés qui vivent à Calavi, la majorité des ministres qui vivent à Calavi n'ont jamais fait de Calavi leur priorité. Et c'est pour ça que Calavi est encore dans cette situation-là. Mais je pense que justement avec un creuset... Plutôt que de fêter, est-ce que ce n'est pas ce type de problème qu'il faut régler? Vous voyez, l'éclairage public à Calavi, ça pose un énorme problème. C'est difficile de circuler dans la ville pour aller jusqu'à Glodibé et ailleurs. Nous voyons, quand il y a inondation, on a des problèmes dans Calavi. Nous avons certaines routes qui sont totalement dans des situations difficiles. On a ce tableau-là. La fête, oui, mais après, que faites-vous pour que le visage de Calavi change? Donc, vous n'avez pas compris lorsque je vous disais que c'était une activité identitaire à connotation politique. Oui, d'accord. Précisément, c'est pour vous répondre. Allez-y. À partir de maintenant, il y aura une structure quasi permanente de gestion de cette fête. Et elle fonctionnera à l'image d'une association de développement et sera là comme désormais un attelage aux politiques. Sinon, tout ce que vous venez de relever, ça relève du domaine du maire. Oui, on est d'accord aussi. Mais d'abord du maire. Oui, le maire est forcément politique. Le maire vous dira qu'il ne règle pas les questions d'éclairage public. Non, c'est la compétence du maire. Si vous prenez l'axe Pota Université et que l'éclairage public n'est pas allumé, le premier responsable, c'est le maire. Si vous prenez l'axe Pota Kassato et que vous avez l'éclairage public, c'est aussi le maire. Mais pour la plupart du temps, ils déclinent leurs responsabilités. Nous avons fait des actions envers certaines autorités municipales qui nous disent carrément que ce n'est pas de leur compétence, l'éclairage public. Je suis désolé, ils vous mentent. Parce que c'est la mairie qui supporte le coût financier lié à l'éclairage. Ce n'est pas l'État qui viendra payer les factures de la SB2E dans la commune de Calavi. C'est la mairie. Et donc, s'ils ne vous le disent pas, s'ils vous disent le contraire, je vous connais très à plomb, il vous suffit de reprendre les tests et vous leur opposez. Ils ne pourront pas dire non. Maintenant, c'est vrai qu'avec les dernières réformes et l'apparition des SE, la situation a un peu changé. La responsabilité des maires s'en trouve légèrement modifiée. Ils ont un comité de supervision qui est censé maintenant se substituer aux maires.
Et donc la décision devient collégiale et non plus individuelle. Mais ce que vous dites aurait pu être réglé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, depuis que nous avons commencé la décentralisation. Mais cela ne se fait pas. Et ce qu'on a remarqué dans les autres communes, c'est que ces associations de développement sont souvent, je vais dire, les lanceurs d'alerte de la commune, essayent d'imposter entre guillemets, les autorités administratives et politiques, les maires notamment, de sorte que quand un maire dort, l'association est là pour le réveiller. Et ils finissent par faire progressivement. Et donc il faudrait aussi qu'à Calavi, on ait un outil comme ça. Ça fait partie justement de ce que je disais comme étant un outil certes identitaire et communautaire, mais à connotation politique. Ça, je l'assume pleinement. D'accord. Nous allons certainement suivre l'évolution de tout ce que vous avez dit, professeur. Pour le moment, la fête se poursuit à Calavi et vous avez l'ambition de poursuivre cette initiative. Vous êtes d'accord avec nous qu'il était possible de vous avoir sur notre plateau, professeur Victor Prudent-Topanou, député à l'Assemblée nationale, sans aborder quelques questions de l'actualité. Vous avez certainement retrouvé avec plaisir l'Assemblée nationale. Vous y êtes très actif, d'ailleurs président de la commission éducation. Quand vous travaillez à l'Assemblée nationale, professeur, quand vous lisez certaines lois qui ont été votées jusque-là, est-ce que vous-même, vous n'avez pas quelquefois des pincements au cœur sur la qualité de la production législative? Oh, je dois avouer que je ne fais pas un travail historique à l'Assemblée. Le travail historique, vous voulez dire que vous avez effacé tout ce qui s'est passé avant vous? Pas effacé. Je considère que ça a été fait avec d'autres. Et vous ne vous êtes pas intéressé à ça? Voilà, ça je confesse. Tellement ce qu'il y a à faire aujourd'hui est important et prenant que vous n'avez pas le temps de finir ça et de retourner dans les lois passées. Mais bien évidemment, il arrive que l'actualité nous renvoie comme ça à la figure des lois passées qui, évidemment, à ce moment-là, nous obligent à nous interroger, à voir ce qui s'est passé. Et puis, voilà. Donc, oui, l'actualité peut nous obliger à retourner dans des lois passées. Sinon, je vous mentirais en vous disant qu'il m'est arrivé une fois d'aller m'asseoir et de demander qu'on m'apporte toutes les lois qui avaient été votées lors de la 8e, de la 7e, de la 6e, de la 5e, voire de la 4e, 3e et première législature. J'avoue, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, évidemment, oui, je le fais dans mes travaux scientifiques lorsque j'ai besoin de prendre des positions sur certaines lois. Oui, ça, je le fais. Alors, voilà une loi qui nous ramène à l'actualité, la loi qui envoie d'office des agents de l'État à la retraite. Vous avez certainement suivi cette actualité avec nos professeurs, des fonctionnaires qui se sont couchés fonctionnaires et qui se sont réveillés retraités comme ça. Ça ne vous a pas interpellé? Oui, ça ne peut qu'interpeller. Honnêtement, quand vous avez parfois des parents concernés ou des amis qui sont concernés, ça vous interpelle. Mais le problème, c'est que quand on est législateur, comme je le suis, on est bien obligé d'assumer collectivement ce qui s'est passé, ceux qui viendront demain, au nom du principe de la continuité de l'État, vont assumer ce que nous faisons à la 9e législature. Et toutes les fois que de besoin, lorsqu'il faut revenir sur une loi, je pense que le législateur a toute la latitude de revenir là-dessus. Évidemment, cette actualité nous oblige à nous interroger sur cette loi. Parce que des fois, vous avez de très belles lois, mais c'est à l'application que vous vous rendez compte qu'elle présente quelques insuffisances ou qu'elle peut faire l'objet de critiques objectives. Et évidemment, la situation actuelle, je suis convaincu qu'elle reviendra à l'Assemblée. Sous quelle manière, je ne sais pas. Mais je reste convaincu que nous reposerons le problème. Ça, c'est presque certain. Vous assumez quand même ce qui s'est passé là? Ah, si on ne l'assume pas, c'est comme si on ne reconnaissait pas la continuité de l'État. Oui, ça c'est juste un principe. Sinon, la République n'existe plus. Mais en même temps, tout le monde sait que ce n'est pas nous qui l'avons voté. Mais vous assumez quand même. Mais les conséquences sont dramatiques. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle va être notre réaction? Ça va être une réaction collective. On va retourner à l'Assemblée mardi. Je reste convaincu que le problème va se reposer.
Et vous pensez que ceux qui ont subi ce coup-là peuvent espérer un jour être réhabilités? À partir de mardi, s'engagera une discussion qui débouchera peut-être sur des solutions. Vous pourrez réviser la loi? Ce n'est pas exclu si telle est la demande de la majorité. Parce que si un individu demande de réviser une loi et qui n'a pas la majorité de 50 voix plus 1 pour la modifier, à quoi ça sert? La loi n'étant pas rétroactive, ceux qui ont été envoyés à la retraite vont subir simplement. Non, non. Le débat sur la rétroactivité est beaucoup plus subtil que ça. Il y a des lois rétroactives. Il suffit, c'est vrai qu'il y a des conditions, notamment que ce soit une avancée dans le progrès de la peine, donc en droit pénal. C'est également vrai qu'il suffit simplement d'inscrire dans une loi qu'elle est rétroactive ou qu'elle le devienne. Donc après, je veux dire, tout est possible. D'accord. L'actualité, c'est aussi la relecture du code électoral. Professeur Victor Prudent-Torpanou, le chef de l'État a entrepris de rencontrer les députés cette semaine, la semaine écoulée. On parle de plus en plus de la révision du code électoral. Vous pensez que c'est utile de procéder à cette révision à l'étape actuelle des choses? En fait, c'est pas lié au chef de l'État. La révision du code électoral, c'est une demande de la Cour constitutionnelle qui part à une décision en date du 4 janvier dernier, nous a demandé de modifier deux aspects du code électoral. Le premier, c'est la mise en conformité de la Constitution de l'article 142 du code pénal et de l'article 49 de la Constitution. En effet, l'article 49 de la Constitution, dans son dernier alinéa, prévoit que ce sont pour aller aux élections présidentielles, il faut avoir des parrains. Voilà, des parrains, des élus qui seraient parrains. Et il précisait que la loi précise ou organise le parrainage. Et c'est le code électoral qui a organisé le parrainage. Donc, dans le code électoral, il y a une disposition, je crois que c'est l'article 132, voilà, qui reprend cette disposition. Mais le problème, c'est que dans la perspective des élections de 2026, il va se poser un problème qu'un citoyen a anticipé et qui a saisi un certain Betoro, je crois, qui a saisi la Cour constitutionnelle, qui lui dit en 2026, il va se poser un problème. Et le problème, c'est que les députés et les maires qui sont en poste aujourd'hui seront encore là quand il y aura les élections de 2026, donc deuxième dimanche de 2026. Mais que le vrai problème, c'est que la loi ayant prévu l'installation des maires au mois de février sur 2 semaines, il se pourrait qu'au moment de faire les parrainages, certains maires élus en 2020 ne soient plus en fonction et que certains élus en 2026 ne soient pas encore installés. Voilà. Et que ce faisant, il y a rupture du principe de l'égalité de tous devant la loi. Donc la Cour constitutionnelle prend acte de la demande, effectivement, considère qu'il y a rupture du principe de l'égalité, même si ce n'était pas ma position. Si j'avais été à la Cour, c'est parce que j'aurais dit, mais c'était la position de la Cour constitutionnelle. Et donc la Cour nous demande de créer une période de parrainage au fin de mettre tous les maires sur le même pied d'égalité. Ou eux tous sont parrains, ou aucun n'est parrain. Voilà. Et donc, ça ouvre un débat. Comment on fait? À quand on fixe la période? Dans ces conditions-là, effectivement, une fois que la Cour a décidé qu'il revenait aux députés de compléter la loi sur ce plan-là, le débat s'est ouvert. Et le deuxième point, c'est l'article 49 de la Constitution qui dit que c'est la Cour constitutionnelle qui veille à la régularité des élections. Et le dernier alinéa dit, lorsqu'elle décide d'annuler les élections,
elle a 14 jours pour en organiser de nouvelles. Au cas où elle déciderait que sur la base de fraude ou d'actions un peu illégales, il faut annuler l'élection, elle a l'obligation de la réorganiser dans un délai de 14 jours. Au moment où on rédigeait le code électoral, sous la 8e législature, ils ont repris ces dispositions dans le code électoral, mais au lieu de dire 14 jours, ils ont dit 5 jours. Donc c'était une faute matérielle. Là où il faut mettre 5. Donc la Cour demande à ce que ça soit corrigé. Ça soit corrigé. Donc c'est les deux demandes de la Cour. C'est les deux demandes. Donc que le président de la République ait reçu les députés ou pas, nous étions tenus d'organiser cela. Alors comment expliquez-vous alors ces rencontres si le président n'était pas du tout lié par ce type d'actualité? Pourquoi avoir rencontré les députés? Parce que justement, à un moment donné, depuis le 4 janvier, il faut dire les choses, les échanges entre les députés, dans l'opinion, vont dans tous les sens, et beaucoup pensent, à tort ou à raison, que l'un des problèmes à l'origine du problème de rupture de l'égalité tel que dit la Cour constitutionnelle, que l'une des raisons se trouve dans la Constitution. Puisque, par exemple, l'article 49, c'est dans la Constitution, etc. Oui. Bon. Avec la faute que vous voulez dessus. Voilà, avec la faute. Et le problème, c'est que pour beaucoup, il y a un élément qu'on ne met pas suffisamment en exergue, c'est que s'il y a rupture de l'égalité, c'est précisément à cause des délais. Voilà. Il est dit dans le code électoral que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir déposé à la Sénat une déclaration de candidature. Cette déclaration de candidature est assortie d'une exigence de 50 jours avant le début de la campagne. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, vous devez avoir déposé à la Sénat 50 jours avant le début de la campagne électorale. Donc vous reprenez le calendrier. Vous regardez, puisque désormais on a des dates fixes. On sait qu'on va aux élections communales et législatives le deuxième dimanche du mois de janvier. Donc c'est immuable, un peu comme aux États-Unis. On va aux élections le deuxième mardi du mois de novembre. Nous aussi, on l'a. Donc désormais, on peut se projeter dans 50 ans pour avoir à peu près, en regardant un calendrier universel, la date exacte à laquelle le vote aura lieu. Nous aussi, nous sommes dans ce schéma, ce qui est une très bonne chose au passage. Au moins, les idées sont fixes et puis chacun sait à quoi s'en tenir. Donc, en décomptant, c'est ça qui fait qu'on arrive à la difficulté de certains pourraient continuer d'être maires et d'autres pas. Parce qu'on a dit on va aux élections le deuxième dimanche du mois de janvier, mais on les installe pour les députés le deuxième dimanche du mois de février. Donc la Cour a dit pour eux, il n'y a aucun problème en décomptant les 50 jours. Par contre, on dit pour installer les maires, parce qu'ils sont nombreux, on donne 2 semaines. Donc ça va être en décomptant du 1er au 15 février de 2026. Donc pour beaucoup, ce problème se pose parce que nous avons décidé, à partir de 2026, d'inverser le calendrier électoral en organisant, puisque je viens de le rappeler, les communales et les législatives en janvier, alors que la présidentielle s'organise en avril et en mai lorsqu'il y a un deuxième tour. En conséquence, il y a un débat sur le fait de savoir si on maintient ça ou si on revient à ce qui est communément admis, qu'on faisait déjà dans le pays, avant, en France, ailleurs, à savoir s'il n'est pas mieux d'organiser les présidentielles avant les législatives. C'est vrai qu'en retenant la formule actuelle, qui n'a au passage pas encore été appliquée, puisqu'elle le sera pour la première fois qu'en 2026, on pensait régler un problème, celui de la faiblesse des partis, la faiblesse structurelle des partis
Mais en même temps, il est clair qu'en le faisant, il n'y a pas la dynamique classique que l'on attend d'un président élu qui, dans la foulée, organise les législatives et qui a la majorité pour gérer. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Pourquoi le président a rencontré les députés? Parce qu'il faut justement, il y a un débat sur la révision constitutionnelle. Donc en fait, c'est pour la révision de la Constitution. Sur ce point-là, au cas où. Et ce qui est intéressant, puisque j'ai eu la chance d'avoir été également reçu, puisque j'étais dans la délégation des députés UP, le président de la République a été très clair. Si c'est ce point qu'on doit toucher, il vaut mieux qu'elle le soit de façon consensuelle. Et donc, à la recherche du consensus, je pense, il y a quasiment plus de doute, que l'option qui sera faite, c'est de changer l'ordre des élections. Donc la Constitution sera révisée? Évidemment, si on doit changer l'ordre des élections, la Constitution est obligée d'être changée. Parce que dans le code électoral, il y a des dispositions constitutionnelles qu'on prend et on plaque. Par exemple, les critères d'éligibilité, le principe des élections générales, c'est prévu par la Constitution. Et on ne doit rien faire qui soit contraire à la Constitution. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour l'article 142 du Code électoral qui dit 5 jours, alors que la Constitution, dans son article 49, dit 14 jours, il fallait faire une mise en conformité. Donc si on fait une nouvelle option de faire la présidentielle avant les législatives, on n'a pas d'autre choix que de toucher à la Constitution, en particulier dans le chapitre élection générale. Parce que c'est dans le chapitre élection générale qu'on a consigné le fait qu'il faut faire les communales et les législatives le deuxième dimanche du mois de janvier, et puis la présidentielle le deuxième dimanche du mois d'avril. Donc, à l'évidence, il faut le modifier. Mais pour ça, il faut avoir un consensus. Le président consulte. Si ça n'est pas possible, Mais est-ce que vous confirmez qu'une loi a été déposée à l'Assemblée nationale pour modifier la Constitution? Je ne peux pas confirmer. J'ai appris sur les réseaux sociaux, nous avons une Pourquoi vous ne pouvez pas confirmer? C'est vrai que... Oui, allez-y. Non, parce que ça a été dit que ça a été déposé hier. Hier, porté par un député, il y a des informations très claires sur... Non, il y a des gens qui sont dans le secret des dieux, vous savez, les journalistes sont plus informés que les députés. Nous avons l'information officielle. Mais vous avez des fuites d'informations. Donc, en lisant les réseaux sociaux, les journaux, oui, on est au courant des fuites. Mais l'information officielle, ça sera donné mardi, si c'est vrai. Parce que nous avons une plénière, et en ouverture de plénière, on fait la lecture, le secrétaire parlementaire fait la lecture de toutes les communications qui sont arrivées sur la table du président de l'Assemblée nationale. Donc, nous irons tous mardi, pour ceux qui ne sont pas dans les secrets. Et si c'est vrai, ça se dira. Mais si ça ne se lit pas, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Et donc, vous pouvez être à l'affût après-demain, mardi. Je crois on est convoqué pour 11 heures. Dans le pire des cas, on commencera à midi. Si vous appelez à 13 heures, je pourrai vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. Professeur Tompano, est-ce que vous allez vous associer à une révision de constitution qui va au-delà de ce que vous avez dit, au-delà d'organiser la présidentielle avant les autres élections? Peut-être que ce dont tout le monde a peur, c'est justement qu'on touche à une virgule de la Constitution pour changer totalement les choses. À titre personnel, je dirais non. Mais je pense que je ne serai pas seul à ne pas faire ça. Et de toute façon, le président de la République, dans nos échanges, a été très clair. Si révision il doit y avoir, ça sera sur ce seul point. Et s'il y a un point supplémentaire, il ne s'associera pas non plus. Et il a dit, il demandera à ses partisans de s'associer. C'est pour ça qu'il a reçu les démocrates aussi. Parce qu'à l'évidence, le consensus que veut le président de la République, c'est même le consensus prévu par la Constitution. La Constitution a prévu que pour réviser la Constitution, il faut une première étape d'acceptation de la prise en compte du projet ou de proposition de la loi constitutionnelle à une majorité de 3/4. C'est un consensus. Les 3/4, ça fait 81. 82. C'est énorme. Et aucun parti ne les a tout seul.
Et après, lorsque la prise en considération est faite, on passe au vote. Et là, maintenant, il faut encore une majorité plus forte. 4/5. Il faut 88. C'est-à-dire que si les démocrates veulent seuls modifier, ils ne pourront pas. Si le BR veut seul modifier, ils ne pourront pas. Si l'UP veut seul modifier, ils ne pourront pas. Pour modifier et avoir la majorité requise, il faut le BR, l'UP et la les démocrate. Et donc, si, à titre individuel, je dis non et que le groupe dit oui, c'est que ma voix ne compte pas. Les démocrates disent régulièrement maintenant qu'ils ne s'associeront jamais à une révision constitutionnelle, dans tous les cas. J'entends ça. Voilà. Est-ce que ça ne pose pas le problème? Est-ce que là, maintenant, on n'est pas à un blocage évident? Oui, ça veut dire qu'il n'y aura pas consensus, donc ça ne va pas changer. Pourquoi ça vous préoccupe? Non, mais parce que si ce que vous expliquez est très clair, oui. Pourquoi est-ce qu'il ne s'associerait pas? Il fallait lancer le débat d'abord, avant de constater qu'il n'y a pas... S'il n'y avait pas de débat, vous allez faire des procès d'intention. Les démocrates vous diraient après, mais vous ne nous avez même pas consulté, on ne vous a jamais donné notre position, et puis vous dites qu'on ne voulait pas. Bon, maintenant, ils ont été consultés, ils vont se prononcer. Je pense que notre parti et le BR seront d'accord pour qu'on inverse le calendrier. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Nous avons fait 52 minutes ensemble pour passer en revue l'organisation de la fête Fofo Djaka Roué qui se tient actuellement à Calavi. Vous avez également répondu à quelques questions, notamment sur l'actualité politique, et je vous laisse le soin de conclure l'entretien. Écoutez, je vous remercie. Je ne savais pas. J'ai été très agréablement surpris par votre chaîne. J'en parlerai en de très bons termes désormais. Mais je n'en parlais pas en de mauvais termes, mais je n'en parlais pas du tout. Bon, voilà. Maintenant, je vais en parler. J'en parlerai en bons termes. Je crois que vous faites un travail respectable. Je suis séduit. Et pour la fête qui est en cours, elle fut une très belle fête, au-delà de nos espérances, en termes de mobilisation, en termes d'engouement. Je ne vous ai pas dit, c'est vrai, vous avez rappelé que c'est le tissu que j'ai porté, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a eu des ruptures de tissu, de ce tissu, qu'on a été obligé de traverser les frontières pour aller en chercher pour que les plus de 4000 personnes mobilisées aujourd'hui puissent les porter. Donc, ce fut une très belle réussite. Je remercie en conséquence toutes les populations, toutes les personnes mobilisatrices qui se sont impliquées dans la réussite de cette fête. Je remercie tous ceux qui ont pu nous aider à un moment ou d'une manière ou d'une autre. Je remets un petit coucou à un ami député qui m'a offert des bouteilles d'eau, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, tous ceux qui se sont intéressés à la fête et qui ont soutenu, je les remercie et je leur donne rendez-vous à la deuxième édition. D'accord, merci beaucoup professeur. Nous serons également là à la deuxième édition. Nous savons déjà votre promesse d'être régulier sur nos plateaux chaque fois que nous allons vous inviter. Merci déjà pour cette promesse. Chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs de Diaspora FM, nous venons donc de passer 52 minutes ensemble avec le professeur Victor Prudent-Okpanou, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission de l'éducation, parrain de la fête que nous célébrons actuellement, qui continue de se dérouler à Calavi, Fofo Djaka Roué. Merci pour votre aimable attention. Dimanche prochain, nous vous retrouverons certainement pour un autre numéro de cette émission. Nous poserons nos valises à la zone économique de Glodibé. Nous ferons une émission spéciale avec le directeur général de cette zone pour voir un peu l'évolution dans ce secteur. Merci à chacun et à tous et à dimanche prochain.